Concernant votre programme politique, la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Ouais, c'est une question extrêmement complexe. Je répondrai par une approche globale. 40% des Deuillois ont moins de 30 ans. Ça ne se voit pas, le département du Val d'Oise est un des départements les plus jeunes, et Deuil-la-Barre est une ville très jeune. Ça ne se voit pas. J'ai décidé de le montrer pendant ma campagne. Mon directeur de campagne a 26 ans. Directeur de campagne a 26 ans. Le 35e de ma liste, le dernier, qui est une place symbolique, est le plus jeune d'entre nous. Il a 25 ans. D'habitude, on le donne à un vieux monsieur qui transmet le témoin, qui soutient la liste. Nous, comme vieux monsieur, on a Pierre Jox qui nous soutient, ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense. Là, c'est le plus jeune d'entre nous. Donc c'est une réelle priorité pour nous. Ça veut dire que c'est une approche globale. Aujourd'hui, on manque de places en crèche. Donc nous, on veut développer l'accueil de places en crèche. Mais les crèches publiques coûtent très très cher. Donc on a travaillé sur des modes de financement alternatifs, publics, privés, des micro-crèches. Et il faudra absolument augmenter significativement le nombre de places d'accueil dans chacun de nos quartiers. Parce que voilà, ça commence déjà comme ça, que les mamans puissent continuer à travailler, soient tranquilles pour faire garder leurs enfants, notamment dans les familles monoparentales. Parce que je n'ai pas oublié votre question du décrochage scolaire. Il y a un grand coup à donner sur les écoles, la rénovation des écoles et la réforme des rythmes scolaires. Il faut faire rentrer les associations de deuil et les autres pour dans le cadre de cette réforme des rythmes scolaires, pour promouvoir la diversité, pour faire de l'école justement l'école de la réussite éducative, pour travailler encore plus en amont sur le décrochage scolaire. Parce que très clairement, une fois que le jeune a décroché, c'est déjà extrêmement compliqué. Donc dans ce cas-là, on va créer un point info jeunesse qui est vraiment destiné à l'orientation. Je tiens quand même à dire qu'il existe déjà des choses à Deuil-la-Barre, une maison de la réussite éducative, etc. Donc on va vraiment travailler avec des acteurs de l'insertion professionnelle pour voir s'il est possible de rattraper donc ces jeunes qui ont décroché. Mais vraiment avec une approche globale, parce que sinon ça n'a pas grand sens. Et je pense aussi quand même qu'il y a un regard qui doit changer sur les jeunes, à Deuil-la-Barre et ailleurs. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais donné des places importantes dans ma campagne. Parce que c'est vraiment important que pour qu'ils aient confiance, que nous-mêmes, les adultes, on ait confiance en eux. Je veux dire, ça n'empêche pas d'estimer que le jeune n'a pas fait sa part, etc. On lui dit, mais on est obligé à un moment de lui faire confiance. Concernant la sécurité, la délinquance, le trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier sur la ville de Deuil-la-Barre ? Je ne peux pas m'empêcher de faire une petite introduction en disant que je suis docteur en sciences politiques sur les mafias et que le grand danger aujourd'hui qui mine notre démocratie, ce sont les grands gangsters professionnels, l'évasion fiscale, les grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts. C'est important de dire qu'il ne faut pas renverser le danger, y compris dans la tête des gens. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut reconnaître que la microcriminalité, la petite délinquance, peut aussi miner le lien social, le bien vivre ensemble, puisque justement ça attise la personne qui ça attise la défiance entre la personne qui s'est fait cambrioler, par exemple, et les quartiers populaires, sans même qu'on ait de preuves que ce soit des gens des quartiers populaires qui aient commis des cambriolages. Je crois qu'il y a une grande responsabilité de la mairie ici, pour une raison simple, c'est que la police nationale, on ne la voit plus. Sur la dernière mandature nationale, c'est 8000 postes de fonctionnaires de police et de gendarmes qui ont été supprimés, avec énormément d'agents, de policiers qui font des tâches administratives dans les commissariats, ici dans un commissariat totalement insalubre, un des pires commissariats de France, donc des conditions de travail horribles. Du coup, il n'y a plus d'agents sur la voie publique, des policiers nationaux, on ne les voit que pour faire des arrestations, des voitures qui vont vite, la BAC, etc. Donc évidemment, c'est devenu la police municipale qui est devenue un peu la police de proximité, sauf qu'elle n'a pas été formée pour ça, que c'est pas évident pour elle. Donc là, il y a vraiment une police de proximité à rétablir à Deuil-la-Barre, avec un policier référent par quartier. Je l'avais déjà défendu en 2008, c'est censé avoir été mis en place, mais là ça n'a pas été mis en place parce qu'il faut absolument former, etc. Il faut qu'il y ait un élu de la sécurité qui soit vraiment investi. Moi c'est ma spécialité, donc l'élu sécurité doit aller avec le policier municipal référent en porte-à-porte, voir les gens, leur expliquer ce qu'on va faire.
Il faut mettre en place une cellule de veille contre les cambriolages, parce que c'est une des choses qui vraiment pourrit la vie, les gens se sentent vraiment comme un viol, et ça, il faut vraiment faire quelque chose. Et il faut aussi avoir une cellule d'écoute pour les victimes. Parce que bon, se faire voler son portable à l'arraché, eh ben, excusez-moi, mais pendant une fraction de seconde, on a cru qu'on allait mourir. C'est con, mais c'est comme ça, c'est en nous. Donc il faut vraiment travailler pour que la victime, par contre, sorte de son sentiment, et contrairement à ce qu'on croit, quand c'est pris en charge, ça se soigne assez vite, en réalité. Il y a une police municipale à remettre sur le terrain, à vélo, à pied. Il y a des locaux municipaux qui ne sont absolument pas adaptés. C'est un ancien appartement, donc là, il y a vraiment de nouveaux locaux pour la police nationale et pour la police municipale à mettre en place. La police municipale peut aussi lutter contre les infractions routières. Moi, j'entends des habitants qui ne se sentent pas en sécurité, parce qu'il y a des voitures qui roulent à 120 à l'heure dans la rue haute là, que vous avez prise. Donc là, il y a une manière quand même de montrer qu'on peut avoir une infraction à retrait de permis quand on roule à 120 à l'heure en ville. Donc ça, c'est important. Il y a le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui ici existe, mais qui est, à mon sens, un peu une coquille vide, qui n'est pas actif. Et face à des problèmes aussi complexes, policiers, élus, acteurs sociaux, de la justice, éducateurs spécialisés. Il n'y a que dans cette collaboration qu'on peut avoir une réponse sur tel individu ou sur tel quartier qui pose des problèmes en matière de délinquance. Et puis je prône quelque chose d'un peu plus personnel, qui est le rapprochement policier-citoyen. Alors j'en ai un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Mais je veux dire, la police ne peut pas être là que pour mettre des amendes quand vous avez oublié, la police municipale ne peut pas être là pour mettre des amendes uniquement quand vous avez oublié de changer votre voiture le 15 ou le 30 du mois. Hein. Aujourd'hui, moi j'estime que si le citoyen a envie de donner son numéro de portable, il donne son numéro de portable, et la veille, il est prévenu. Attention, vous devez changer votre voiture de côté parce que vous habitez tel quartier, etc. Et puis vous pouvez même avoir un SMS à 7 heures, comme quoi la voiture n'est pas encore changée, vous avez 1 heure pour la bouger. Vous voyez, il y a des choses à inventer pour rapprocher le policier de citoyen. Là, je crois qu'on a quand même des axes assez importants pour lutter contre la délinquance. Quels sont les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs au sein de votre ville ? Oui, alors le chômage la lutte contre le chômage n'est pas une prérogative régalienne de la commune, même si elle emploie pas mal de gens. Donc là, on a des choses symboliques à faire. C'est pas la panacée, les contrats d'avenir, hein. Mais aujourd'hui, au passage à niveau de Deuil-la-Barre, un des plus dangereux de France, où quelqu'un est encore mort il n'y a pas longtemps, je veux dire, c'est pas normal que la mairie ne profite pas de contrats d'avenir payés 75% par l'État et qu'il n'y ait pas des jeunes qui fassent de la prévention tous les jours, tous les matins, de 7h à 10h, pour empêcher que les gens traversent ce passage à niveau alors que la barrière est fermée. Alors que de l'autre côté, il y a un lycée. Et qu'il y a énormément de lycéens qui traversent en courant. Donc vous voyez, il y a aussi des choses à montrer que la mairie est capable d'employer des jeunes, même si encore une fois ce n'est pas la panacée, pour améliorer la vie au niveau de la commune. Et évidemment, il y a un gros travail à faire avec les structures d'insertion, pour pouvoir faire des chantiers sur Deuil-la-Barre, hein, à des échelles un peu plus grandes que l'entretien d'un parc, etc. On a énormément de choses à faire ici, comme l'entretien de la côte et d'autres choses. Et là, je dois dire que je me suis entouré de personnes, dans le cadre de mon équipe municipale, dont c'est le métier. Hein, d'être capable d'aller vraiment chercher là, des personnes qui sont loin de l'emploi et de les faire travailler sur le territoire. Après, on a une zone d'activité, elle n'est pas très accessible, c'est plutôt une zone artisanale. Très clairement, il faudra privilégier des activités pourvoyeuses d'emploi, l'économie sociale et solidaire. On a aussi, à mon avis, des choses à développer au niveau des gares, où il faut développer des structures tertiaires, des gens qui prennent le train et qui habitent près de la gare. Ce n'est pas chose aisée, hein, mais ce sont des grands axes. J'en avais un autre, mais j'ai dû oublier. C'est pas grave. Voilà. Avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville ? Oui. Ah on a un budget qui est publié, mais alors là, très clairement, si nous arrivons aux responsabilités, notre première démarche, c'est de faire un audit, de savoir quelles sont les vraies réalités de l'état des finances de la ville. Il n'y a que à partir de cet audit qu'on pourra repartir sur une stratégie financière, ambitieuse et efficace. Bon, ce qu'on sait quand même, d'abord, c'est que Deuil-la-Barre est mal loti avec des dotations de l'État qui ne sont pas en correspondance
avec la ville qu'elle est. Hein. C'est comme si on lui donnait des dotations pour une commune rurale alors que c'est une ville. Donc là, il y a, à mon avis, une vraie responsabilité des gouvernements successifs et il faudrait que ça change. On a un problème d'emprunt toxique. Donc là, on a quand même un véritable problème. C'est-à-dire que la mairie a emprunté 4 millions d'euros en 2007. Le taux était fixe, il est passé variable. Très clairement, aujourd'hui, c'est plutôt des taux à 12 ou 14%. C'est totalement inacceptable. Aujourd'hui, si on rachetait notre prêt, on paierait 12 millions. 5 millions, 4 millions, 12 millions. Vous voyez, c'est quand même inacceptable. Donc là, il faut vraiment que, du point de vue des tribunaux, on obtienne la baisse du taux, qui redevienne à un taux auquel on aurait dû emprunter, c'est-à-dire 5%. On doit se mettre avec d'autres communes pour faire pression sur Dexia pour réduire la part d'emprunt toxique, parce que sinon, ça va totalement nous étrangler dès que le franc suisse va bouger. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que les gens comprennent que on nous a vendu un prêt qui n'était pas un prêt, qui était un instrument financier. Or, dans un instrument financier, on peut gagner. Si vous jouez en bourse, vous pouvez perdre toutes vos économies, mais vous pouvez aussi gagner. Là, on ne peut pas gagner. Delabarre ne peut pas gagner. Elle ne peut que payer des intérêts élevés, et elle, de son côté, ne peut pas gagner. Donc là, il faut vraiment avoir une politique importante et ambitieuse contre ces emprunts toxiques. Après, il n'y a pas que les emprunts toxiques sur un budget de 34 millions. Hein. Très clairement, il y a une chasse aux économies à faire, importante, rediriger ces fonds vers les écoles. Il y a l'optimisation des investissements. Parce que ce qui nous coûte cher aujourd'hui, c'est que si on délaisse des biens, des équipements de la mairie, ça nous coûte plus cher à rénover en totalité. Donc il faut absolument rénover régulièrement, notamment les écoles, pour que ça coûte moins cher au moment où. Vous avez aussi, un grand pan qui est d'aller chercher des financements extérieurs. Très clairement, les dotations de l'État ne vont pas aller en augmentant, donc il va falloir vraiment aller chercher l'argent vers l'Europe, vers d'autres structures qui sont capables d'aider les communes. Dernière question, quelle est votre politique en matière d'impôts locaux ? Très clairement, à Delabarre, les impôts locaux ont augmenté de 40% en un peu plus de 10 ans. Aussi sur la dernière mandature. Alors évidemment, il n'y a pas que la part communale qui a augmenté, hein. Il y a aussi la part du Conseil général, etc. Mais je sens un vrai, une vraie saturation. Les gens estiment qu'ils payent trop d'impôts à Delabarre, à tort ou à raison. Et nous, on a un peu perdu effectivement cette bataille de l'impôt, ça sert, etc. Donc quand on discute avec les gens, quand même, on arrive à rétablir la chose. Mais je pense qu'il faut s'engager à ne pas augmenter la part communale des impôts, en justement allant chercher des financements à l'extérieur et en faisant des économies. Mais une fois encore, quand on a dit ça, il ne faut pas montrer aux citoyens que l'impôt, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Au contraire, c'est celui qui permet les écoles, qui permet de rénover la voirie, qui permet d'avoir du tissu associatif. Donc il faut plutôt restaurer la confiance avec le DEUA en lui expliquant que ces impôts vont servir à quelque chose d'utile. Et voilà, on s'engage à ne pas augmenter la part communale. Enfin, si vous souhaitez adresser un message aux citoyens de Deuil-la-Barre, je vous laisse face caméra. Écoutez, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je suis extrêmement content de répondre à une association de la diversité parce qu'on a un programme ambitieux sur la diversité. On a une ville extrêmement diverse, socioculturelle, habitat, etc. Et donc on veut faire des assises de la diversité pour vraiment montrer qu'à Deuil-la-Barre, ce n'est pas une ville dortoir, une simple ville de banlieue. C'est vraiment une ville riche et on voudrait faire des assises de la diversité pour les mettre en évidence. On pense aussi que cette diversité se protège en luttant contre les discriminations. Et que donc, on aura un groupe municipal qui mènera des actions de prévention contre les discriminations. Une fois encore, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il faut que les associations qui font la promotion de la diversité et qui luttent contre les discriminations rentrent dans les écoles de Deuil-la-Barre et fassent en sorte comme ça que les enfants, issus de la diversité et des autres, puissent assumer leur passé et leurs origines et donc être encore mieux insérés dans la société. Vous me demandez aussi du coup d'élargir parce que la diversité, on a aussi un programme ambitieux sur le handicap. On a une handicapée dans notre liste, elle a énormément travaillé et je crois vraiment que là
On a des propositions phares qui permettront aux Deuillois qui sont dans le handicap de vraiment s'approprier la chose municipale. Je voulais le dire. Je voulais aussi dire que on a un programme ambitieux pour la protection de l'environnement et que cette protection de l'environnement n'est pas seulement la protection de l'avenir, oui, c'est la protection de l'avenir, mais c'est aussi réduire les inégalités sociales. Quand on change les fenêtres pour faire en sorte que les familles les populaires aient une facture d'électricité, de gaz ou de chauffage moins importante, c'est bien réduire les inégalités sociales en protégeant l'environnement. Enfin, je voulais vous remercier à titre personnel pour m'avoir permis cette interview. Parce que ça répond aussi à une histoire de ma part, très clairement en deux thèmes. D'abord, mon papa est né à Constantine, donc voilà, c'est le fruit d'une histoire aussi que de répondre à cette interview, même si c'est déjà faire un amalgame. Parce que très clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les Maghrébins sont musulmans? Ben non, pas du tout. Tous les musulmans sont d'Afrique du Nord? Non, pas non plus. Donc il y a un amalgame, mais il faut aussi assumer son histoire. Je pense aussi que d'avoir répondu à cette interview, c'est vraiment traiter le problème de la tolérance. C'est finalement ça le cœur du sujet. Et pour moi, je vais vous le dire, j'ai pas toujours été tolérant. J'ai longtemps pensé que le problème en France, ça pouvait être les musulmans ou les gens d'Afrique du Nord. Et puis j'ai regardé un peu la structure de la société française et j'ai découvert que c'était pas le cas, que c'était ceux qui travaillaient. Et que voilà, la responsabilité aujourd'hui était de mettre la tolérance au cœur d'un projet politique. Et c'est ce que la liste Changer d'œil, moi et mes colistiers, nous comptons faire. Excellent, merci de nous avoir reçus, M. Risotti. Merci à vous.